Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau forum. Alors que l'Afrique fait face à un sérieux déficit en matière de main-d'œuvre pour satisfaire la demande du travail avec un besoin estimé à près de 450 millions de postes d'ici les 20 prochaines années, l'offre ne pourrait tout au plus excéder que les 100 millions d'emplois. Alors, le chômage, particulièrement celui des jeunes, constitue de ce fait une véritable bombe à retardement pour le continent, alors que le changement qui s'opère sur le monde du travail menace les emplois disponibles. Quels sont les écueils à la création d'emplois pour les jeunes en Afrique? Faut-il changer de stratégie pour le développement des compétences? La question à un spécialiste en la matière. Il est avec nous, Dr Martin Petit-Messi. Bonjour. Bonjour. Merci de votre disponibilité. Votre nom est peut-être petit, mais votre parcours est immense et dense. Permettez qu'on vous le rappelle rapidement. Vous êtes spécialiste en élaboration de collecte des données. Vous avez commencé par là. Spécialiste aussi en analyse biomédicale et biophysique. Spécialiste du traitement des données de recensement et d'enquête. Enseignant-chercheur, vous l'avez été dans le domaine des mathématiques appliquées, de l'informatique décisionnelle. Vous avez mené des activités de conseil et de formation dans divers secteurs industriels en Afrique et à l'étranger. Vous êtes expert en statistiques appliquées et certification et vous dirigez désormais WANAM International, une structure de certification professionnelle. Merci beaucoup, oui, c'est ça. C'est exact. Oui, bien. Et pour vous découvrir d'ailleurs davantage, je vous propose de suivre cet élément qui présente WANAM International et, comme on l'a dit, une structure de certification professionnelle basée à Lomé au Togo. Elle représente la référence des pays africains en matière de formation, certification et orientation professionnelle. Pour ces programmes, WANAM International Togo se donne comme mission de permettre à tout individu, quel que soit son niveau scolaire, d'être inscrit et de suivre des formations certifiées dans le domaine choisi. Une mission difficile à accomplir vu les réalités du terrain, qui a pour objectif final de réduire le taux de chômage dans les pays africains. L'émergence aujourd'hui, c'est les hommes qui la font. C'est les hommes qui la font. WANAM International n'est pas simplement une structure destinée aux étudiants, c'est une structure destinée à tous ceux ou celles qui veulent acquérir des compétences et utiliser ces compétences pour avoir des titres d'expert dans leur domaine choisi. Alors, il va sans dire aujourd'hui que ce problème est déjà résolu. Un enfant qui manifeste très tôt des compétences dans un certain domaine, cet enfant-là peut être orienté à WANAM International, obtenir les certifications qu'il peut obtenir et être utile à sa société. Aujourd'hui, WANAM résout un problème social, il résout un problème économique, il résout aussi un problème politique, parce qu'une société avec des jeunes compétents, je pense que ça résout la problématique du chômage, ça résout la problématique de l'emploi, ça résout aussi la problématique même de la santé. Cette démarche lui a d'ailleurs valu plusieurs récompenses sur le plan international. Les plus récentes, New York et Genève, pour le prix Platinum of Leadership International. Congratulations to WANAM International from Togo, receiving the International Star Award for Quality, Dr. Martin Petit-Messi, General Director. Congratulations to Dr. Messi and to WANAM International from Togo for the International Star Award for Quality here in Geneva, Switzerland, 2017. On pourra creuser davantage ce que fait votre centre peut-être vers la fin de cette émission. Mais commençons donc par le chômage des jeunes en Afrique. On va faire l'état des lieux. C'est une situation plutôt préoccupante. Oui, effectivement, vous savez, votre problématique cadre bien aujourd'hui avec les données des Nations Unies, les données de l'Union européenne, les données même de l'Union africaine, où il est démontré que 88% des jeunes qui sortent de l'enseignement n'ont pas de compétences professionnelles. 88%. Donc vous voyez que seuls 12% s'orientent
vers des compétences professionnelles. Alors, le problème qui se pose, c'est comment intégrer les formations académiques à la compétence professionnelle qui s'opère après avoir obtenu les diplômes. Donc, il se pose là deux problèmes. Le premier, les jeunes se font former, mais n'ont pas de compétences. C'est parce que la formation n'est pas directement liée à la compétence. Je pense que c'est ce que l'historique nous ramène à comprendre aujourd'hui, que déjà d'abord, nos modules ou bien nos cycles de formation ne sont pas des entités qui se soldent par des acquisitions de compétences, ça se solde par des acquisitions de diplômes. Et à ce problème, lorsqu'il faut aller dans le secteur de l'emploi, il y a un problème de qualification qui se pose. Parce que lorsque vous venez avec un diplôme, vous n'êtes pas qualifié. Le diplôme vous permet d'obtenir un grade. Mais est-ce que le grade vous qualifie pour un poste dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'audit, dans le domaine de l'assurance, de la banque? Non. Le diplôme a été obtenu selon un cursus religieux, entre parenthèses, donné, mais le professionnel s'identifie par une compétence unique. Et c'est cette compétence-là qu'on a besoin afin de vous intégrer dans des données qui permettent de se dire, voilà un économiste, voilà un informaticien, voilà un banquier. C'est pour cette raison que quand on pose souvent la question aux jeunes qui sortent des écoles de formation, que savez-vous faire? Ils ont du mal à répondre à cette question. Exactement, je pense que vous avez tous des meilleurs, vous savez bien le dire, que savez-vous faire? La plupart des jeunes vous disent, j'ai eu un doctorat en économie. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On demande, qu'est-ce que vous savez faire? Voilà, et c'est là où la problématique se pose. Parce qu'après cette formation académique, la formation académique ne s'est pas soldée par une compétence professionnelle. Alors, après la formation académique, où est-ce que vous allez vous orienter? Il y a ce choix-là à faire plutôt afin que vous obteniez une identité, n'est-ce pas? Les données aujourd'hui au niveau du Bureau international du travail et tous les organismes où tout le monde est répertorié en fonction de sa compétence. La grande partie qui ne l'est pas encore, c'est l'Afrique. On retrouve 88% des personnes non identifiées, mais qui occupent des postes professionnels. Ça fait réfléchir. Oui, voilà. Ça crée un autre problème. Voilà. Donc ce problème de qualification, ce problème de compétences ajoutées à la démographie galopante, ça fait que le taux de chômage est très élevé. Bon, je pense que vos actions que vous êtes en train de mener à travers cette émission répondent directement aux problèmes aujourd'hui qui se pose en Afrique de façon dense. Ce problème en Europe, depuis 10 ans, et aux États-Unis et en Australie, a trouvé des solutions. Les systèmes de formation sont directement arrimés aux qualifications. Voilà, ne va pas faire une formation tout en sachant qu'on sortira, on va se poser des questions. On sort d'une formation qualifiée. Alors, en Afrique, nous avons encore ce problème de recensement. Ce problème de recherche, de mettre en place les données, ou quels sont les secteurs. Les secteurs existent, mais les personnes n'existent pas. Alors, le problème de chômage va toujours s'opérer parce qu'il faut trouver des personnes. Et ces personnes doivent être trouvées où? Dans le panier des qualifiés. Et ce panier des qualifiés, ce répertoire, cette identification n'existe pas encore. Moins de 15% s'y trouvent. Et dans ces 15%, pratiquement 100% ont obtenu des qualifications à l'extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut poser le problème très très basique. Lorsque nos enfants, lorsque les professionnels travaillent, est-ce que ces professionnels ont pris le temps, durant leur carrière, qui se résume parfois de 30 ans de vie de carrière, est-ce qu'ils ont été certifiés? Les gens sortent avec des médailles d'honneur, mais ce n'est pas une certification. Donc, la certification est bien différente du diplôme. Mais c'est tout à fait normal. La certification, vous savez, comme je le disais déjà en temps, lorsque nous sortons experts dans un domaine, il n'y a pas un cycle d'expertise à l'université. Ça n'existe pas.
dans nos universités, nous avons eu tous les niveaux du diplôme, mais le seul diplôme qui n'existe pas à l'université, c'est l'expertise. Ça s'explique aussi, prenons un cas de la médecine. La plupart de nos amis sortent médecins généralistes. Comment ils deviennent chirurgiens? C'est parce qu'ils vont faire une spécialité. Et la spécialité vous donne le grade d'expert. Vous voyez, vous conduisez des travaux, ou bien vous faites de la recherche, ou bien vous vous spécialisez dans un domaine, mais préalablement, vous avez appris les études de médecine, où il y avait une généralité. Mais lorsque vous voulez maintenant vous orienter dans une entité où vous vous sentez le mieux, vous allez vous qualifier et vous portez le titre médecin, chirurgien, médecin, je ne sais pas, ophtalmologue, et c'est ça. Donc la qualification vient juste après l'accumulation des connaissances. Mais dans ce cas-là, qu'allons-nous faire de nos diplômes? Alors, faut-il les brûler? Bon, vous posez un problème qui est profond. Vous pensez que c'est préoccupant. Les diplômes, nous l'avons hérité d'un système colonial. Et le colon n'applique plus cette méthodologie. Nous sommes les derniers qui l'appliquons, et tout en sachant qu'elle ne nous apporte rien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains sont experts, beaucoup de jeunes Africains ont collecté des données, beaucoup de jeunes Africains dirigent des programmes que ces personnes dirigeaient avant et qu'ils imposaient leur approche de vision. Aujourd'hui, quand on dit l'Afrique a un désert de compétences, l'Afrique n'a pas un désert de diplômes. Tout au contraire, c'est le continent probablement le plus diplômé au monde. Mais c'est le continent le moins compétent. On ne l'a pas raté, on a crié Harold sur le Oui, je pense que les gens n'ont pas su situer le propos par rapport à ce que cela voulait dire. La réalité. Oui, on a cru que compétence arrimait avec diplôme. Non, on a des meilleurs agrégés, mais ce ne sont pas des compétents. Et ça, c'est une réalité. C'est bien que le problème est posé comme ça. Je vous prends un pays comme le Rwanda. C'est un pays de guerre. C'est un pays de génocide. Les Rwandais se sont tous orientés dans les acquisitions de compétences. Vous voyez, le PIB commence à prendre du flux. C'est le pays aujourd'hui qui affiche, n'est-ce pas, un tableau de résultats très, très encourageant. Ouais, d'ailleurs, les dernières études l'ont classé en tête des pays africains en matière de gouvernance économique. Exactement. Pourquoi? Parce que dans des entités de collecte ou d'appréciation, ce n'est que des compétents qui sont là. Le Rwanda n'a pas dit qu'ils n'ont pas des agrégés, mais ils ont mis... Et aujourd'hui, nous avons l'information adéquate, l'information vraie. C'est ce recul que nos pays doivent faire. Chercher sur la masse quels sont ceux qui sont compétents. Et cela redescend. Il faut que les jeunes, très tôt, se définissent très mieux par rapport au diplôme ou à la compétence. Il n'est pas toujours donné, aujourd'hui, d'être expert pour avoir terminé un cycle universitaire. Non, vous pouvez être expert très tôt parce que vous avez développé une compétence. Et c'est sur ce, vous avez obéi au schéma classique d'acquisition de cette compétence jusqu'à l'obtention de l'expertise, qui n'est pas un grade universitaire, qui est quelque chose qui s'acquiert parce que vous avez suivi la norme, vous avez suivi l'unicité. Vous avez appris à manier cet élément et à mieux l'ajouter dans votre travail. Oui, mais ce que vous dites là, c'est à une véritable révolution du système éducatif que vous appelez. Parce que la façon dont les choses se passent aujourd'hui, c'est à l'antipode de ce que vous expliquez. C'est ce qu'il faut pour résoudre alors le problème du chômage. Oui, je pense que vous avez déjà fait le vôtre, déjà en posant la problématique à travers votre émission. Ailleurs, cette réflexion a déjà été menée 22 ans, 30 ans. En Afrique, peut-être à travers nous, les hommes de données, nous prenons déjà les gens, vous nous invitez à parler, et cela cadre avec la pensée aujourd'hui qui se développe en Afrique. La pensée aujourd'hui sur où trouver les compétences, pas où trouver les diplômés. Les diplômés, nos universités en ont des centaines de milliers.
Mais pour trouver des compétents, nos universités n'en ont pas. Et à ce propos-là, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour recenser ses compétences? L'Afrique n'a pas une base de données de ses compétences. Excusez-moi, c'est ça. Nos pays n'ont pas une... Aujourd'hui, lorsqu'on veut peut-être conduire des programmes, on préfère prendre quelqu'un, excusez-moi, d'un bord politique. Cela fausse déjà Les données. des données, vous voyez. Or, si on prenait un élément de compétence, vous voyez comment l'organigramme ne sera que faire des bons résultats. Alors, et les gens pensent souvent que cela nécessite des gros investissements. Non, c'est le domaine qui nécessite le plus faible investissement en matière de rentabilité humaine. C'est le domaine des compétences. Parce que vous partez, au lieu de faire 180 crédits, vous faites une chose. Vous imaginez ce que vous avez dépensé à 180 crédits si vous le dépensez en une seule chose. Donc, vous voulez dire que ce système LMD, licence, master, doctorat, ne peut pas résoudre le problème de chômage? Non, il faut être véridique. Ce système a accompagné, mais il s'est un peu déjà émoussé. Déjà? Oui, il s'est déjà un peu émoussé. Parce que les produits qui en sortent ne sont pas des produits qui répondent aux besoins économiques qui se posent dans nos pays. Je pense que le problème est là. Mais pourquoi les écoles de formation professionnelle, notamment le BTS, le brevet de technicien supérieur, pourquoi ces formations ne sont pas arrivées à résoudre ce problème alors qu'ils ont été mis en place justement pour trouver réponse à ce que vous... Oui, parce que le BTS n'était pas un examen de qualification de compétences. On a voulu faire quelque chose que le colon a essayé dans sa société et que ça n'a rien donné. Le colon, lui, s'est retiré. Il s'est retiré, pensez à autre chose. Nous, lorsqu'on l'introduit, ça demeure à jamais. Il faudra que vous en parlez, il faudra qu'on en parle. Et que le problème qui se pose, que je vais poser directement avec vous, c'est que nous avons créé des offices de BTS. Nous n'avons pas créé l'après-BTS. C'est quoi? Parce que nous avons, chaque entité a un office. Le baccalauréat a un office du bac. La licence a, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, a un département qui coordonne les licences aux universités. Lorsque vous parlez des écoles professionnelles, la plupart d'entre eux se disent accrédités par le CAMES, qui est un organe francophone, et qui accrédite quoi? Les programmes. Ou parfois, si vous respectez les normes requises, il y a des éléments d'appréciation que le CAMES regarde. Mais lorsqu'une école X professionnelle fait passer une licence, cet examen de licence, il n'y a aucun agent du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a un problème de légitimité de ce diplôme. Mais on a laissé court, les écoles professionnelles distribuent les licences, les masters, parce que ce ne sont pas des choses qui sont contrôlées. Donc vous pensez qu'il faut aller, comme le Bénin, vers un système où c'est l'État qui se charge, qui supervise la délivrance des diplômes? Moi, je pense que c'est le meilleur partout. Et les masters dans les écoles, les instituts supérieurs privés? L'État sera le meilleur accompagnant de toutes choses pour déterminer son sérieux. L'État sera le meilleur accompagnant. Il peut y avoir des instituts qui délivrent des certifications, mais ces choses-là, c'est des choses qui s'arriment directement à ce que l'État fait. L'État produit quelqu'un qui a reçu une formation, mais de cette formation, la personne va se certifier dans un domaine. C'est beaucoup plus aidant. Mais lorsque un établissement X d'enseignement professionnel délivre les masters corrigés signés par eux-mêmes, quelle est la compétence qu'on obtient là? Il y a des gens qui ne sont jamais venus au cours qui ont des masters. Mais ces gens ont des masters parce que le nom de l'école leur a permis d'avoir le master. Mais quel est le suivi qui a été fait derrière? Déjà d'abord le sujet de l'examen, c'est-à-dire la préparation de ce grade-là. L'après, il n'y a eu rien. Les gens délivrent le master parce qu'ils ont une école de formation professionnelle. Ça ne répond pas aux besoins de la société. Et il y a un problème de légitimité, de sérieux.
Et tout cela a contribué aujourd'hui à déposer sur le marché des gens qui ont des choses, mais qui ne sont pas compétents par rapport au titre qu'ils portent. Est-ce que vous voyez un peu la problématique? Exactement. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Et ça veut dire que ce que vous me dites me donne des idées. La plupart des jeunes qui sont sans emploi aujourd'hui, on ne peut pas les appeler alors chômeurs. Non. Parce qu'ils n'ont pas de compétences Mais ça, à c'est faire clair. valoir. Voilà, ça. Qui sont-ils alors? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nos États créent ce qu'on appelle le répertoire national des compétences. Ça peut être professionnel. Le répertoire national. Dans les autres pays, c'est dans ces comités que nous travaillons. Il y a un répertoire des besoins. Le Togo, notre pays, quels sont ses besoins? Le Togo a besoin de tout, des agriculteurs, a besoin des exploitants miniers, des ingénieurs, des journalistes, des économistes. Lorsque nous créons un répertoire national des compétences, là, on sait quels sont les secteurs où nous avons besoin des gens. Et à cela, il faut y mettre des gens certifiés. Aujourd'hui, c'est le meilleur conseil qui est donné parce que c'est l'exemple à suivre. Un certifié, c'est quelque chose de périn qui ne sera jamais épuisable parce qu'il a une connaissance, il a des données seules qui peuvent être utiles à jamais à une société, à une entreprise, à un pays. Un diplômé, ça pose encore un problème. Vous parlez de certification alors que d'autres insistent sur l'entrepreneuriat pour résoudre le problème de chômage. Est-ce que ces deux concepts-là disent les mêmes choses? Oui, ça pouvait dire la même chose si celui qui se lance dans l'entrepreneuriat est certifié. Vous voyez, le terme même en dit long. Je suis certifié en agriculture. Ça veut dire, je connais les zones où les terres sont productives, les zones où les terres ne sont pas productives. Ça fait partie de mon élément d'analyse. Je connais des zones où je vais plus produire, où je vais moins produire. Alors, la personne certifiée va dans un domaine qui est 100% sûr de rentabilité. Si vous jouez sur l'entrepreneuriat et vous ne vous définissez pas vous-même, vous allez dans une loterie. Et la probabilité d'échec est plus élevée que la probabilité de réussite. Quel que soit l'accompagnement bancaire, si la chose que vous voulez entreprendre, vous n'avez pas un titre d'identification, une certification, c'est un risque que vous prenez. Et ce risque, aujourd'hui, les banques le savent. Pourquoi ils ne délivrent pas des crédits par rapport à l'entrepreneuriat? Mais c'est parce que, dès le départ, l'individu n'a pas un profil qui leur permet d'apprécier qu'il y a un retour sur l'investissement. Ce n'est que ça. Mais ce problème de certification que vous posez n'est pas résolu par les stages pratiques par lesquels les apprenants passent après avoir obtenu leur diplôme. Bon, non. Je pense que la certification appartient aujourd'hui à une entreprise, à un organe de régulation, à un organe des normes. Lorsque vous voulez être certifié en informatique, il y a Microsoft, il y a Cisco, il y a Samsung, il y a Huawei. C'est clair. Alors, lorsque vous allez rentrer dans une technologie, vous saurez, cet appareil, la technologie est de telle maison. Vous voyez? Lorsque vous allez faire une analyse des données, par exemple en économie, mais si vous n'êtes pas certifié, vous ne saurez pas des secteurs porteurs, des secteurs non porteurs, des secteurs où ils ont besoin de renforcement. Voilà. Il faut maîtriser, il faut avoir de la compétence dans ce qu'on veut embrasser avant d'y aller. L'objectif, c'est que d'être utile d'abord à sa société, d'être utile à soi-même et de se nourrir. Si nous avions des compétences, aucune initiative ne sera en échec. C'est ce problème d'appréciation que les jeunes n'ont pas encore très vite maîtrisé. Docteur Martin Petit-Messi, on sait que les certifications, la plupart des certifications, sinon toutes, ont été élaborées en Occident, peut-être pour leurs besoins. Est-ce que ces certifications correspondent aux réalités locales? Est-ce que l'Afrique n'a pas besoin de développer elle-même ces certifications par rapport à ce dont nos milieux, notre développement a besoin?
Vous savez, Oui. lorsque vous parlez du monde, vous ne pouvez pas isoler l'Afrique. Vous comprenez? Lorsque vous parlez du journalisme, ce métier, les normes de ce métier, c'est des normes universellement connues. Vous comprenez? Si vous parlez des finances, il n'y a pas une finance africaine. Les normes, les données financières sont des données universellement connues. Il faudra peut-être que l'Afrique crée ces appellations qui ne sont pas en phase avec les appellations qui sont mondialement... Nous sommes dans un globe planétaire. Oui. Les données sont les mêmes, les appellations sont les mêmes. On ne peut pas s'isoler. Donc, dire que la certification, non. Je pense que c'est très bien que quelque chose qui doit être utile à long terme ait un organisme de normes. Les certifications aujourd'hui, quand les gens parlent d'ISO, c'est un organisme, n'est-ce pas, qui vérifie si vous appliquez les principes de qualité, les principes d'éthique, les principes de processus, les principes même de ressources humaines, avant que vous n'allez vers. Donc, cela appelle à ce que on ne peut pas s'isoler aujourd'hui. Nous avons l'obligation de se développer au même niveau que ceux qui se développent n'appliquent pas des choses que nous ne savons pas. Simplement, ils anticipent, ils se disent, mettons des personnes compétentes, créons un pédigré dans un poste qui permette à ce que, du bas niveau jusqu'au haut niveau, que nous sachions comment l'organigramme est fait, et c'est cela qui produit. Vous voyez, lorsque, je prends un exemple, et je ne critique pas, lorsqu'un ministre africain va dans un sommet, le ministre ne parle que de ce que les experts lui ont dit. Le ministre n'a jamais rédigé, excusez-moi le terme, mais c'est ceux qui sont derrière lui qui lui disent, voilà ce qu'il faut dire. Et cela, pourquoi c'est fait comme ça? Oui, parce que ces domaines-là, si vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas prendre le risque. Voilà. Bon, maintenant, il y a une bonne partie des jeunes qui ne trouvent pas de l'emploi, qui sont au chômage. Les chiffres sont importants. Mais je voudrais qu'on évoque aussi un autre danger. Selon certaines études, 70% des emplois actuels sont menacés de disparition parce que nous allons de plus en plus vers l'automatisation. Donc, ce que vous dites, le problème de certification, demain, va se poser encore davantage. Oui, ça c'est évident ce que vous dites, parce que les normes mondiales anticipent. Les compétences aujourd'hui, c'est des cumuls en petites entités qu'on appelle modules, où lorsque vous voulez devenir un ingénieur, vous devez connaître votre module, mais il y a l'aspect numérique qui s'accompagne en informatique. Vous avez les logiciels dans le domaine. C'est votre domaine, ingénieur, mais il y a d'autres aspects qui se sont arrimés pour vous faciliter numériquement la tâche. Donc, il y a eu un assemblage des compétences qui s'ajoutent à une seule et on appelle ingénieur. Un ingénieur, il doit être bien en informatique, il doit être bien en planification, il doit être bien en projection, il doit être bien en analyse des données, il doit même être bien en gestion. Mais le titre, c'est ingénieur. Voilà la compétence. Parce que cette personne, on sait que lorsqu'il va passer une certification, il va embrasser plusieurs aspects. Et lorsqu'il va aller dans le monde du travail, c'est ce qu'il va rencontrer qu'il est certifié pour. Oui, mais est-ce que la certification n'existe que pour les domaines pointus, là, quand nous prenons... Non, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous n'avons pas fait, c'est de créer des répertoires, des compétences. Lorsque vous créez, comme des autres pays ont fait, aux États-Unis, chaque domaine a son répertoire des gens qui sont compétents. Donc, lorsqu'on veut quelqu'un qui opère le cœur, on ne va pas aller prendre un médecin parce qu'il est à l'hôpital général. Parce qu'on sait que le répertoire connaît le nombre de chirurgiens en cardiologie
Donc compétent. le répertoire dont vous parlez, c'est pour ceux qui ont déjà la certification, Oui, la qualification. exactement. Ou alors pour le répertoire de compétences dont vous parlez, Ce n'est c'est que pour ceux orienter. Ce n'est que ceux la qui formation. ont déjà, parce que lorsque vous êtes certifié, vous avez une identité. Vous avez une identité. On peut vous retrouver. Je suis, merci Petit, quand vous allez dans certains domaines, je n'ai plus besoin d'envoyer mon CV. En ligne, sur Internet, ça existe. Sans même qu'on se voie, vous connaissez de A à Z mon parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité. Ce n'est pas moi qui mets ça. Ça existe. Les organismes le mettent parce que moi, j'ai eu leur certification et de ce fait, je dois être disponible pour n'importe quelle consultation qui s'opère dans mon domaine. Donc, le fait que cette banque n'existe pas, ce répertoire de compétences n'existe pas, ça fait que même les compétents ne sont pas reconnus à leur valeur. Exactement. C'est pourquoi le problème là se pose. Lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils sont répertoriés. Répertoire national des compétences. Ils sont répertoriés. Et de ce fait, ils ont un emploi qui leur attend. Vous voyez, le fait qu'il y a ce vide juridique fait en sorte que on a une équation à résoudre, qu'on ne peut pas résoudre. On se dit, mais où est-ce qu'on va trouver la personne? Oui, mais maintenant que ce répertoire de compétences n'existe pas, selon vous, comment on peut résoudre le problème de formation par la certification? Uniquement, c'est très tôt, dès le bas âge, on peut accepter que, au lieu qu'il y ait une prolification des écoles de formation professionnelle, que des enfants qui sortent déjà des collèges aient très tôt déjà des certifications comme orientation. Orientation. On ne les empêche pas d'aller dans leur système d'études classiques. Allez-y, vous allez faire ce qui se fait là-bas, mais très tôt, voyez déjà si l'enfant n'est pas bon en informatique, si l'enfant n'est pas bon en analyse des données, si l'enfant n'est pas bon en robotique, en mécanique, en dynamique, en énergie. Il faut très tôt, faites certifier les enfants, amenez-les pour suivre ces modules uniques qui ne demandent pas 9 mois de cours, qui ne demandent pas 6 semestres, qui ne demandent pas plusieurs années, mais qui demandent juste une mise à jour des connaissances. Je pense que si très tôt, chacun de nous se met à chercher un domaine où il est expert, lorsqu'on va écrire l'acte de naissance, on va dire profession de père. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, c'est des exemples qui nous ont un peu ramenés. Hein? Oui, en Europe, quelqu'un va te dire qu'il est électricien. Ici, on a du mal. Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Il va mettre entrepreneur. Parce qu'il n'a pas dit grand-chose. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et ça, c'est un problème identitaire. Si on était identifié, si on allait vers les certifications très tôt, on ne demande pas d'avoir le grade d'expertise. Les certifications ont des nivellements. Vous pouvez avoir le plus petit niveau et rester à votre niveau, gagner votre vie. Donc, ce que vous dites, on a besoin d'un grand centre ou d'une grande organisation autour de l'orientation pour savoir d'abord ce que chacun peut faire, et ce qui est utile pour le marché de l'emploi. Exactement. C'est pourquoi des structures comme WANAM International, depuis 17 ans, WANAM n'a pas été créé sur la base des investissements. WANAM a été créé sur la base des compétences individuelles. Oui, mais est-ce que vous pouvez le faire seul? Ce travail-là ne doit-il pas être fait à l'échelle nationale? Oui, ça c'est vraiment le souhait, c'est vraiment l'appel vibrant, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et c'est une page qui s'ouvre comme ça pour que les gens perçoivent qu'ils peuvent encore attraper quelque chose dans leur vie et en faire un moyen de vie. Je pense, c'est cette page qui est ouverte. Il fallait cette connaissance. Il fallait que ce problème se pose. Nous sommes venus, 17 ans après, mettre les initiés de tous les pays, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, c'est au Togo qu'ils viennent. C'est ici qu'ils viennent. Ils sont là de lundi à dimanche. Vous vous rendez compte que le gouvernement burkinabé certifie toute son administration du contrôle interne au Togo? Le Togo même ne sait pas. Il y a des pays comme le Bénin.
aujourd'hui, c'est même une obligation. Tu ne peux pas gérer un projet sans être identifié comme un expert dans le domaine. Je pense que tout cela a résolu un problème même de fuite de capitaux. Vous voyez, nous avons besoin que nos indices de développement apportent des nouvelles figures. Hein, peut-être chaque mois ou bien chaque trimestre, mais ça ne décolle pas. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez que les initiatives de création d'emplois pour les jeunes, est-ce que ça peut prospérer vraiment? Parce que je suis pessimiste par rapport à tout le développement. Bon, vous savez, ça, c'est un volet politique. Et je pense qu'une initiative de développement doit être une initiative qui se solde par une acquisition des compétences. J'oriente ça dans un sens politique parce que c'est politiquement dit. C'est politiquement dit. Mais une initiative, lorsqu'elle va dans le sens de développement, elle doit s'achever par un apport, une plus-value en masse dans la société. Alors, lorsqu'on crée des structures qu'on appelle n'importe comment, on sait comment ça finit. J'aurais préféré peut-être qu'il y ait aujourd'hui cet encouragement vers les programmes de certification de base. Qu'avant que quelqu'un ne conduise un projet qui lui-même, qui soit identifié par rapport à ça. Lorsque nous créons des langages politiques, je suis sûr que lorsque vous regardez le contenu, ça ne dispose même pas de ce que ça veut dire. Et c'est là notre problème aujourd'hui, de redéfinir des orientations. Il faut des orientations dans tous les domaines. Il faut une orientation sociale, il faut une orientation académique, il faut une orientation économique. C'est notre seule chance. Les pays qui en ont pris 50 ans ou 40 ans ou 10 ans comme initiative plus tard sont créateurs aujourd'hui des ordinateurs. Mais s'il y a ces pesanteurs au plan national, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir et aller au-delà? Proposer par exemple à des structures comme l'Union africaine de réfléchir au niveau continental à des mécanismes pouvant amener à des certifications, à des formations concrètes. Moi, je préfère les appeler comme ça. Non, je pense que là, vous avez tout dit. C'est vraiment là où il faut réorienter même l'organigramme de ces structures. Parce que je pense que ces structures, s'ils redéfinissent en elles-mêmes leur réorganigramme, il y aura un impact sur... C'est des structures qui ont beaucoup en contenu politique. Donc, ce qui fait que le contenu de développement n'y est pas. Le contenu de développement, ce sont des compétences. Il n'y est pas. C'est des positionnements politiques. Et à cet effet, nous allons toujours ramer. Parce qu'il est question que chaque entité soit une source de production pour sa société. Lorsque vous regardez l'Union africaine, ça produit des décisions. Qui applique les décisions? On en a besoin pour élever nos champs. Ce sont rien que des décisions. Et cela ne se fait nulle part. Toutes les structures mondialement connues de développement, lorsqu'ils prennent une décision, cette décision est récupérée par des experts. Et les experts en font une utilisation et on connaît des résultats. 100% de nos résultats sont dans les papiers. Parfois, les papiers sont perdus. Et ça pose le problème. On sait que parfois, pour les pouvoirs publics, ça prend du temps pour prendre des décisions. Alors, est-ce qu'il faut envisager une forme de participation de la société civile? Est-ce que la société civile doit prendre possession de cette question? Oui, ça, vous avez parfaitement d'accord. Ce n'est pas simplement la société civile, c'est un problème de communication. Aujourd'hui, il y a un bon indice de développement fondamental qui est né. Allons vers des organes d'évaluation. Allons vers des organes psychotechniques. Là, nous allons savoir, nous n'allons pas refuser que les gens aillent apprendre à l'école. Mais lorsque les gens s'identifient, lorsque les gens sortent avec de l'expertise, ce produit-là dure plus.
dure plus. Son entretien n'est qu'une mise à jour. Son entretien n'est qu'une mise à jour. Je prends un exemple assez banal. Nous avons aujourd'hui, ça c'est pas une publicité, un produit comme un antivirus. C'est un travail d'expertise. Mais pourquoi chaque année, on a un antivirus 2010, 2011, 2012? Parce que la base ne pose plus un problème. Hein? On met à jour, on optimise, et ça devient... Mais c'est le même produit de base. C'est comme ça aussi la compétence. Il nous faut la source, le fondamental. Vous parliez tantôt de l'importance de mettre en place un organe d'évaluation. Ça sert à quoi? Oui, le répertoire national de compétences professionnelles va nous permettre de savoir, dans notre société, dans tel domaine, quels sont les besoins. Le répertoire national de compétences professionnelles va nous permettre de ne pas dépenser pour dépenser. On n'investit pas pour savoir que je vais aller chercher le client. Il faut... Non, on investit parce qu'on sait que le client existe. Le client existe. Il y a un marché. On investit parce qu'on sait que, écoute, ce produit, il y a une pénétration. Si on ne définit pas des segments de la pénétration, il peut y avoir de forts segments de pénétration, de petits segments de pénétration, mais il y a une pénétration. Parce qu'il existe des marchés pour lesquels il n'existe pas de compétences. Exactement. Et il y a justement des gens qui n'ont aucune compétence. Exactement. Alors qu'on a besoin de main-d'œuvre. Voilà. Et ce répertoire va permettre à ce que quelque chose comme une route ne soit pas réparé 100 fois en une seule année. Parce que lorsque les hommes compétents construisent une route, on connaît la mesure, on connaît le mélange, on connaît le produit, on peut même estimer la durée de vie. Tout ça n'est pas fait. Tout ça là n'est pas fait. Même la plupart des cabinets, on prend des gens qui... C'est à ce moment-là qu'ils commencent à réfléchir. Je pense qu'un répertoire national de compétences professionnelles est utile pour l'État, pour la société, pour les centres de formation. Et cela va permettre aux gens de connaître comment s'orienter. Mais est-ce que ce type de travail n'est pas fait par l'Agence nationale de promotion de l'emploi qui existe un peu dans pratiquement tous les pays, notamment au Togo également? Non, l'Agence nationale de promotion de l'emploi, elle est là pour... c'est comme un organe comme tout autre. Ce n'est pas un organe d'analyse et de stratégie, c'est un organe voilà, qui vous dit, OK, venez, on va voir. Il n'y a pas, je ne vois pas dans son contenu, je ne vois pas dans son contenu ce qu'il peut offrir, autre que, bon, essayons. Je ne vois vraiment pas. Si cet organe était pourvoyeur, bon, cela va suivre. C'est parce qu'il n'y a pas un contenu. Oui, c'est parce que, bon, on veut refuser l'implosion sociale. Donc, on crée ces petits organes pour que des gens se calment. Mais le but principal, ce n'est pas de trouver quelque chose. Ça, c'est évident. Et à vous croire aussi, aller vers ces formations pointues, ces formations, c'est ce que vous appelez certification, ça permet aussi de réduire les coûts de formation, de gagner en temps. Évidemment. Ça permet même de faire rentrer, de moderniser les infrastructures de formation. Ça permet de faire rentrer des nouveaux équipements, les infrastructures de formation. Aujourd'hui, on a évolué. Ceux qui utilisent encore Dacré, ça c'est un manquement. Oui, le savoir doit être visuel. Oui, le visuel aujourd'hui a pris une proportion très importante par rapport à l'acquisition de la connaissance et de la compétence. Si on fonctionne toujours par la craie, on fonctionne toujours par des choses non visuelles. Excusez-moi, lorsque vous voyez ce que vous apprenez, mais ça ne s'effrite pas, ça reste. Vous avez même faim, vous voulez encore connaître beaucoup d'autres schémas. Mais si on reste dans la craie qui fait mal au doigt,
il faut réfléchir. Au poumon également. Voilà, tout ça là, il y a des risques. Nous allons clôturer notre émission. Docteur Martin Petit, merci. Pour résumer, moi je dirais simplement que le monde évolue. Il faut que les initiatives de lutte contre le chômage, de lutte pour l'emploi des jeunes évoluent également. Exactement. Vous avez bien placé le décor. Ce n'est même pas pour les initiatives pour la formation, les initiatives pour l'orientation, les initiatives pour l'orientation politique, les initiatives même de stratégie de développement. Il faut tout remettre en cause et c'est à travers les programmes comme les vôtres, c'est à travers vos émissions que les gens ont besoin d'éveil. Et votre émission, je pense que ça a servi profondément d'éveil. Aujourd'hui, un parent qui a très peu de moyens peut se dire, écoute, mon fils, voilà sur ça on va miser. Que de rester toujours dans ce train commun où, bon, à la fin, il n'y a pas d'issue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Docteur Martin Petit-Messi, vous êtes le directeur général de WANAM International, expert en statistique appliquée et certification. Je rappelle que vous menez des activités, beaucoup d'activités de conseil, de formation, en certification dans divers secteurs industriels, pas seulement en Afrique et à l'étranger. Oui. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous arrivons donc à la fin de la première partie de notre forum. Après une nouvelle édition du journal, nous nous retrouvons pour la seconde partie. À tout de suite.